Ça fait du bien un peu de souffler, non? On est d'accord. Ça fait maintenant 2 semaines que l'on s'était pas vu, forcément entre ma semaine de vacances et puis un petit peu malade, ouais, j'ai pas pu forcément vous parler de ce qui se passait sur le marché et si forcément ces derniers mois, depuis le mois de janvier mine de rien, ont quand même été rudes, on a eu quand même plus, enfin moins 32% depuis notre dernier atterrage du mois de janvier, un bottom aux 75 000 dollars, de la peur, du FUD, certains qui parlaient déjà de bear market, mais voilà, on a tenu et le marché nous a finalement récompensé et que ça fait du bien. Parce que forcément, depuis ce fameux bottom aux 75 000 dollars, mine de rien, Bitcoin a déjà rebondi de plus de 30%. Ce qui est quand même pas ridicule sur un actif aussi lourd qui pèse quasiment 2 trilliards de dollars. Alors du coup, aujourd'hui, on va faire le point ensemble. On va essayer de se retrouver sur ce qui s'est passé, ce que ça nous apprend et surtout ce que ça peut nous dire aussi sur la suite et pourquoi ça commence à sentir bon. On va pas forcément refaire les présentations, mais vous le savez, Crypto Sapiens, analyste lambda comme n'importe qui et analyste on-chain. Chaque semaine, j'essaie de prendre le temps avec vous pour décortiquer ce qui se passe sur le marché, comprendre les dynamiques, pas forcément essayer de deviner l'avenir, mais vraiment voir les différents scénarios qu'il peut se passer sur ce marché assez dingue. Je vous rappelle évidemment que tout ce qui se passe ici n'est pas un conseil investissement, et tant qu'à faire, je vous rappelle aussi que je suis loin d'être un investisseur parfait, ok, je n'ai pas une routine parfaite, je ne regarde pas 50 dashboards ou indicateurs on-chain par jour, mais j'ai un système assez simple qui me permet de filtrer, de patienter et surtout savoir quand agir, quand ne pas bouger. C'est pas sexy, mais ça tient. Et c'est pour moi ce qui me change la vie depuis que je fais de l'analyse on-chain en tant qu'investisseur. Bon, revenons-en à nos moutons. On a subi une correction lente, mais mine de rien quand même assez brutale. Comme on l'a vu, on était sur un moins 32% sur le total entre notre dernier point haut ici en janvier et notre dernier point bas que l'on a eu il y a maintenant quelques semaines. Moins 32%, ça fait mal et forcément ça fait poser beaucoup de questions. On a eu du FUD, on a eu de la peur, on a eu beaucoup de personnes qui pensaient aussi qu'on rentrait en bear market. Évidemment, attention, un petit disclaimer encore, on n'est pas du tout sorti de l'auberge, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que cette fameuse zone ici a encore tenu. Elle avait déjà tenu ici en mars dernier ou encore, et de toute façon je me répète depuis plusieurs semaines, mais également en août, septembre, octobre 2024, où à plusieurs reprises, on avait dépassé cette moyenne du MVRV pour vraiment rebondir dessus et retrouver des niveaux un peu plus hauts. Et surtout, ce qui est plutôt pas mal, c'est que dans notre vidéo, il me semble, du plan du mois d'avril, on avait identifié certaines zones d'action comme des zones de rechargement. Ce qui est bien, c'est que logiquement, on a su recharger sur des niveaux très intéressants. On le voit sur justement notre fameux supply distribution. On a pu recharger sur cette zone. Alors, il y en avait quand même pas mal, mais on a pu recharger ici sur les 75K, on a pu recharger ici sur les 77, 78, et bien sûr également sur les 79, 82, etc. On avait plusieurs zones d'accumulation qu'il fallait protéger, qui pouvaient nous servir de support. On l'a vu avec la dernière qui était justement les 75K. Et par contre, c'est vrai que personnellement, et ça on en avait déjà discuté, il me restait une zone à atteindre que je voulais absolument voir, c'était celle-ci, entre les 73 et les 75K, où j'avais un tout dernier ordre d'achat qui était placé. On ne l'a pas atteint. J'ai envie de vous dire, pas grave, à la limite tant mieux, puisque finalement on est allé beaucoup plus haut. Ce qui compte, c'est que on a pu recharger sur ces zones-là, très intéressantes, et par la suite, et ça on l'avait vu également, on a pu alléger, encore une fois, quand sur les 86, sur les 87, 88, 89, et aussi dès qu'on a re-atteint ce fameux coût moyen d'acquisition des détenteurs à court terme sur les ou autour des 93 000 dollars. Donc là, on se positionne en tant qu'investisseur rentable, puisqu'on achète justement lorsque la panique est en cours, lorsqu'on parle du sang qui est dans la rue, et on vend justement quand ça va un peu mieux et que la plupart des investisseurs qui ont manqué ce train-là vont commencer à se repositionner. Et ça, on le verra un peu plus tard. Il y a déjà eu pas mal de profits qui ont été pris sur cette fameuse zone. Donc, à mon avis, et encore une fois, ce n'est que mon avis, c'est plutôt intéressant d'avoir pris des gains, en tout cas tout au long de cette montée. Il faut savoir que de mon côté, j'ai un portefeuille long terme, mais j'ai aussi un portefeuille court terme sur lequel je peux faire justement ces mouvements de acheter bas, de vendre haut, etc. Mais il y a forcément ce portefeuille long terme qui lui accumule sur les niveaux très intéressants, donc on a vu justement ici ou encore ici, mais qui va attendre cette fois d'essayer. Encore une fois, le but, c'est pas d'anticiper ni de prévoir, mais de repérer ces fameuses zones d'euphorie pour les vendre et être un investisseur qui arrive à chaque fois optimiser un peu son portefeuille. Du coup, ce qui nous reste comme prochaine zone à atteindre pour potentiellement soit se délester ou soit
espérer un peu plus d'optimisme sur le marché, c'est évidemment, forcément, on y est, cette grosse zone, ce gros cluster d'accumulation, on est en plein dedans. Donc, c'est cette zone des à peu près 98K où on avait quand même passé, vous vous rappelez ici, 3 longues semaines sur un prix qui n'avait quasiment pas bougé. Donc, il y a un gros cluster d'accumulation. Ça peut être une très belle zone sur lesquelles prendre des profits. Parce que rappelez-vous, on a des investisseurs, ça fait 2 mois, 3 mois qu'ils n'ont pas vu ces niveaux de prix. Ils sont peut-être, tous ceux qui sont ici là, sont peut-être coincés dans le marché, ils ont peut-être envie d'en sortir. Donc forcément, on va se retrouver avec pas mal de ventes sur ces niveaux-là. Et ensuite, le prochain level, c'est celui-ci, les 101 000 dollars. Et à partir de là, j'ai envie de vous dire, ce sera potentiellement l'euphorie, puisqu'on n'a plus beaucoup de résistance sur ces niveaux-là. On le verra un peu plus tard sur un autre graphique. Mais globalement, une fois qu'on dépasse cette zone, on se retrouve avec beaucoup moins de supply concentré, donc beaucoup moins de résistance aussi à aller chercher. Et donc ça peut être l'euphorie. Donc à ce moment-là, j'ai envie de vous dire, et ça on le verra dans la vidéo de la semaine prochaine, mais on peut se laisser surprendre, d'accord? On peut laisser couler et voir ce que peut nous donner la suite du marché, puisqu'encore une fois, on est un peu tributaire de ce qui va se passer, même si on essaye d'anticiper au maximum, enfin pas d'anticiper, mais de prévoir les scénarios au maximum, on peut toujours se laisser surprendre et ça fait aussi du bien. Maintenant, pour faire un petit peu le point sur ce qui s'est passé, parce qu'encore une fois, ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas vu, mais il y a eu pas mal d'indicateurs qui ont bougé. On l'avait observé dans les semaines précédentes, on était sur des niveaux de supply en profit, c'est-à-dire du nombre de bitcoins en profit qui étaient toujours dans le vert, qui ont été accumulés à des niveaux inférieurs au prix actuel ou au prix en cours. On était sur les mêmes niveaux que l'été-automne 2024. On était à peu près sur les 75% de la supply qui était en profit. On en avait donc 25 qui étaient en perte. Ça nous a, encore une fois, servi de support. Magnifique, c'est vraiment textbook. Et ça me fait comprendre qu'on a encore une fois vécu une bonne purge du marché qui a fait douter énormément de monde, comme on l'a vu un peu plus tôt, qui a fait sortir beaucoup de monde du marché. Et pour l'instant, ça commence à aller mieux. Puisque là, on reflirte avec les 90%, donc quasiment 9 BTC sur 10 qui sont en gain. Et forcément, c'est du mieux pour la suite du marché. Ce qui est plutôt intéressant au niveau du STH du MVRV, donc les STH, les détenteurs de moins de 6 mois, donc tous ceux qui sont un peu assujettis au FUD, au FOMO. Vous savez, tous ceux qui subissent un peu plus le marché, qui vont réagir beaucoup plus vite à une correction ou à une envolée des prix. Eh bien, ce MVRV qui nous permet de voir si de leur côté, ils ont beaucoup plus, s'ils ont trop acheté au top et pas assez accumulé au bottom, entre guillemets, c'est-à-dire on va se retrouver dans un marché trop lourd avec beaucoup plus de pertes latentes, c'est-à-dire d'investisseurs qui ont beaucoup plus de... Voilà, qui ont mis 1000 euros par exemple, mais qui en ont actuellement 800, on va parler de 200 euros de pertes latentes, et comme on le voit, c'est le même pattern que l'on observe depuis maintenant, enfin sur ce cycle 2023-2025, on est vraiment sur le même pattern. Regardez ça, ici on a un MVRV négatif, dans le sens où en août 2023, c'est pareil, on avait douté du marché, est-ce qu'on n'allait pas repartir sous les 20 000 dollars? 2024, même scénario, est-ce qu'on repartirait pas dans un mini bear market, une correction un peu plus profonde, etc. L'euphorie des ETF est terminée. Et ici, c'est exactement la même chose. Est-ce qu'on n'aurait pas eu notre top sur les 109 000 dollars? Et finalement, qu'est-ce qu'on voit? Forcément, on voit qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ont subi, qui, pour certains, ont tenu, parce que pas tous les détenteurs à court terme ne capitulent à chaque correction, mais on en a beaucoup qui, par exemple, à l'inverse, ont vraiment sorti beaucoup de pertes du marché. Encore une fois, quand on se base sur leur SOPR, donc cette fois on regarde ce que les investisseurs sortent du marché, ce qui sortent en profit, ce qui sortent en perte. Quand c'est en rouge, vous le savez, ils sortent en perte. Et donc forcément, depuis le début février quand même, on avait une majorité d'investisseurs qui sortaient en perte du marché et qui, à chaque rebond des prix, comme vous le voyez, on voit des tout petits picots verts, chaque rebond du prix, on voyait des investisseurs qui, à chaque fois qu'ils arrivaient à break-even, c'est-à-dire à ni perte ni profit, sortaient du marché parce qu'ils n'avaient plus confiance dans dans la suite en fait du cycle haussier. Et encore une fois, c'est ce qu'on avait vu en 2024 et en 2023. En 2024, c'était un peu moins, c'était encore plus frustrant, je trouve, parce que autant si ici on était vraiment dans le mal pendant plusieurs semaines, en 2024, on avait quand même pas mal de rebonds assez intéressants où on repassait au-dessus de leur coût moyen d'acquisition pour replonger, etc. Là, ici, on a vraiment eu 2 mois complets dans le rouge, dans le flou total pour ces investisseurs, et donc forcément, ça a fait beaucoup plus mal. Ce qui est plutôt intéressant, c'est de voir qu'avec ce rebond au-dessus de leur coût moyen d'acquisition aux 93 000 dollars environ, on a eu beaucoup de reprises de gains. Bon, comme j'en ai déjà parlé dans un post précédent sur X, ce genre de reprise de gains, ça peut être des investisseurs qui ont accumulé sur les
15 000 dollars, en dessous des 80 000 ou même un peu au-dessus, qui prennent des gains parce que c'était leur plan sur le court terme, mais ça peut être aussi des investisseurs qui étaient bloqués sur ces niveaux-là et qui décident de sortir du marché complètement. Donc forcément, il y en a qui prennent avec un certain poids de gains réalisés, qui fait qu'on a un SOPR qui est quand même devenu assez élevé. Si on se base sur ce qui s'était passé déjà en 2023 et 2024, on voit que des pics aussi élevés ici, donc qui dépassent cette barre en pointillé, ça nous a amené généralement à des consolidations, voire latéralisation. C'est pour ça que je reste prudent. Et avec ce qu'on a vu sur les URPD, on a des zones critiques qu'il faut surveiller, donc celle des 97-99K, celle légèrement au-dessus des 100 000 dollars. Donc cela se peut. En fonction de la dynamique, tout dépend encore une fois de la demande. La demande, on ne peut pas l'anticiper. Si elle arrive comme ça du jour au lendemain, comme on l'a vu avec les ETF, mine de rien, on a beau prévoir tout ce qu'on veut, ou essayer d'anticiper sur le court terme, c'est quand même compliqué de l'estimer et de la palper. Quand même, les ETF, ils sont passés d'une dynamique où depuis février, il y avait beaucoup plus de sorties, 400 millions, 300 millions, 200 millions par jour, à tout d'un coup des inflows, donc des entrées de capitaux de 1 milliard quasiment par jour. Donc c'est assez exceptionnel. Cette demande, c'est difficile de l'anticiper, donc on va essayer de comprendre ce qui peut se passer sur le marché. Et là, quand on voit ce genre de pic, on sait que typiquement, on peut avoir un marché qui digère, mine de rien, qui a besoin de quelques jours, voire semaines. Et c'est pas forcément une correction, parce que regardez, ça fait quelques jours qu'on n'a pas forcément refranchi, enfin qu'on n'est pas retombé sous les 93 000 dollars. Ça peut être juste une latéralisation où le marché nous montre que la demande est bien effective, et que malgré ces prises de gains, ça ne suffit pas à avoir cette petite correction qui permettrait au marché de digérer. Donc pour l'instant, rien de négatif, mais évidemment, on surveille un peu ce genre de pattern. Un autre indicateur qui était plutôt intéressant, qui nous montre pourquoi en fait les 75 000 dollars peut être le bottom, avant avant une prochaine jambe haussière, on va dire, digne de ce qu'on a vécu en novembre, décembre et mars de l'année dernière, c'est qu'on voit en fait que les investisseurs, surtout ceux à court terme, ont été épuisés. On a épuisé la force vendeuse, mais on a épuisé surtout leur motivation à rester dans le marché. Regardez ce qui s'est passé en août 2023, ici en rose, en 2024, ici, et là, entre février et avril de cette année. Eh bien, on observe, en fait, si vous voulez, cette constante ici nous montre, en fait, quand est-ce que les investisseurs sont épuisés de vendre et de capituler. C'est arrivé par 2 fois dans le passé, c'est arrivé ici maintenant. Alors, comme vous le voyez, c'est pas parce qu'on a un gros pic qui nous amène vers une capitulation qu'on est obligé de repartir à la hausse. On l'a vu ici en septembre. D'accord ? On peut se remanger, une correction, encore une fois, parce que le marché a besoin de digérer, il a besoin de refaire douter aussi. Et donc ça peut arriver, puisqu'on l'a vu ici, encore une fois, hop, on a eu cet épuisement ici des vendeurs, on est reparti dans une dynamique un peu plus positive, hop, et on a refait capituler à la moindre grosse correction. Ça peut nous arriver ici, on peut très bien tomber comme ça, retomber sur les 92, 91 000 dollars. On l'a vu si on regarde les URPD ici, on a une poche, très petite poche, parce que comme vous le voyez, elle est comblée, c'est pas comme les 75K, mais qui existe ici entre les 88 et 92 000 dollars, qui n'est pas tellement comblée. Donc ce serait une probabilité, une possibilité qu'il faut envisager. Ça, on le verra encore une fois dans la vidéo de la semaine prochaine. Maintenant, on en avait parlé aussi. Et pourquoi c'est intéressant de voir ce comportement des ETF et des institutions, puisque je ne vous ai pas montré ce graphique, mais il faut savoir que ce pump a été drivé d'abord par les institutions. Dire que le volume en spot, donc de nous, on va dire retail, ou d'autres gros portefeuilles, ça se voit sur le volume de spot lorsque nous, on agit. Maintenant, quand c'est les ETF, on le voit différemment. Et généralement, on est sur un rapport de 1 pour 2, c'est-à-dire que s'il y a 10 milliards qui arrivent sur le marché au niveau spot, il y en a 5 à peu près, globalement, depuis le début de l'année dernière, qui arrivent au niveau des ETF. Là, cette fois, on était sur un rapport beaucoup plus faible, preuve qu'évidemment, ce sont les ETF qui ont d'abord fait pumper le prix, et ensuite, nous, en tant qu'investisseurs qui avons vu ce regain d'énergie, forcément, on a suivi le pas. Et donc là, le volume spot commence à être plus élevé, redevenir un peu sur un rapport de 1 pour 2, mais c'est intéressant de le voir. Et on le voit dans tout l'afflux de capitaux sur Bitcoin. Si cela faisait plusieurs semaines qu'évidemment on était sur des arrivées de capitaux assez basses, eh bien regardez, ça a plus que doublé là en quelques jours, preuve que cette puissance de feu, cette puissance d'achat, encore une fois, est prête à être déployée, et cela au gré forcément d'une macro un peu plus positive, et surtout de voir que si les institutions achètent, c'est peut-être bon signe, et c'est peut-être le moment de se remettre sur le marché. Donc on voit des investisseurs qui
sont très contents, je pense, de suivre le mouvement et de rentrer sur ce marché qui, en tout cas, a repris une belle ampleur, une belle dynamique positive. Maintenant, avant même de rentrer dans le détail de ce qui peut se passer par la suite, il y a quand même une grande question qui se pose, c'est est-ce qu'on repart vraiment à la hausse? Alors, il y a déjà un premier truc à faire attention, c'est, déjà avant même de parler d'indicateurs, on va parler du piège du calendrier. Il y en a beaucoup qui parlent du sell in May and go away. Vous le savez, c'est un peu dès qu'on est un peu dans le deuxième trimestre et que l'été approche, on a beaucoup d'investisseurs qui se disent, moi en mai, en avril, en juin, je pars du marché puisque généralement l'été n'est pas forcément bon. Il faut faire attention à ce genre de scénario puisque certes, ce qui s'est passé en 2021 a été totalement vrai sur cette phase-là. On avait vécu un été avec un moins 55% qui s'est quand même déclaré sur BTC et les altes, j'en parle même pas. Mais par contre, si on prend 2017, eh bien regardez, c'est plutôt l'inverse. On était plutôt sur un Q2, Q3 qui était exceptionnel. Alors évidemment, on n'est pas dans le même scénario que 2017. Ce cycle a ses propres règles et je pense qu'il ne faut pas tomber dans le piège des vérités toutes faites sur la cyclicité. Pour l'instant, on est vraiment sur quelque chose de différent. Avril nous l'a encore prouvé. On s'attendait à un premier trimestre explosif, puisque 2021, ce fut le cas. Et finalement, on a plutôt suivi un peu la tendance de 2017. Et donc, à voir. En tout cas, avril, ça s'est assez confirmé. Évidemment, on n'a pas les mêmes performances en termes de pourcentage parce que le marché pèse beaucoup plus lourd. Mais ce sera intéressant de voir si, ici, on aura encore un cycle qui jouera sa propre musique, entre guillemets. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce genre de pièges sur lesquels on peut se faire avoir. Maintenant, est-ce que le cycle est vraiment relancé? On peut vraiment se poser la question cette fois-ci. Pour ça, je vais regarder plusieurs signaux, cette fois de momentum, c'est-à-dire de changement de dynamique. Et pour ça, on a celui du MVRV. Comme vous le voyez, la barre bleue, enfin la courbe bleue ici, c'est celle de sa moyenne annuelle sur 365 jours. Et généralement, on parle de momentum haussier dès qu'on est au-dessus, puisque regardez, ça se confirme. Depuis 2023 ici, où on a initié la première longue jambe haussière, on était bien au-dessus. Quand on a latéralisé, on est repassé en dessous sur cette phase-là. On est repassé au-dessus quand on a eu l'explosion à la hausse en novembre, décembre, janvier. Et depuis, en février, on est repassé en dessous, momentum négatif. Là, regardez, on est en train de se battre pour justement le récupérer. C'est plutôt intéressant parce qu'en 2024, on a tenté de le revoir à 3 reprises et c'est la 4e tentative qui nous a vraiment fait reprendre cette dynamique haussière juste avant l'expansion et l'explosion à la hausse. Donc là, ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer et de voir si cette reprise de momentum peut être un très bon signal sur le moyen long terme. Ensuite, on a évidemment le sell side risk ratio. Puisqu'on a un BTC qui augmente, on a forcément et potentiellement des prises de profit qui augmentent elles aussi. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que comparé à ce qui s'était passé même avant l'explosion de la jambe haussière de 2024, on est sur des niveaux beaucoup plus bas. C'est-à-dire qu'ici, ce graphique nous montre qu'on est loin de la surchauffe dans le sens où chaque Bitcoin déplacé, on voit très bien qu'il n'y a pas une prise de profit énorme encore sur le marché. Donc c'est-à-dire que d'une part, on arrive à absorber les ventes, mais en plus de ça, les ventes ne sont pas encore extrêmes. Donc on est encore loin d'une surchauffe et ça c'est extrêmement intéressant de le noter. Et le troisième point qui est, je trouve, un des plus intéressants et surtout des plus pertinents, c'est celui des funding rates. Les taux d'intérêt sur ceux qui, justement, tradent. Et on voit que pour l'instant, ils sont toujours négatifs. C'est-à-dire que le marché, globalement, dans sa globalité, est encore très sceptique quant à cette jambe haussière. Et ça, généralement, le marché, il aime bien le faire. Dans le sens où, regardez ce qui s'était passé ici, c'était à peu près sur cette zone-là. Tout le monde était encore assez sceptique de cette hausse. Et comme vous le voyez, les funding rates étaient encore négatifs. Et c'est seulement après qu'ils ont vraiment commencé à se dire, ok, là il y a un problème. Tous ceux qui shortent, donc ceux qui parient à la baisse, se mangent le mur. Il y a peut-être vraiment un changement de dynamique. Et ça, pour l'instant, c'est extrêmement pertinent et intéressant parce que le marché adore prendre à contre-pied ces types d'investisseurs. Donc ici, globalement, pour en revenir à tout ce qu'on a vu, on est un peu sur même configuration, même scepticisme et le même pattern qui se profile à l'horizon. Par contre, bien sûr, vous me connaissez. Avant de nous emballer, il reste quand même des obstacles majeurs à franchir. On l'a vu un peu plus tôt avec le graphique de la supply distribution. Et là, on va le voir un peu différemment. Cette fois, c'est la heatmap. C'est un gros cluster, comme on l'a vu, d'accumulation sur cette fameuse zone ici, entre les 95 et les 101 000 dollars, comme on en a parlé un peu plus tôt. Et c'est là que les jeunes anciens holders, détenteurs de Bitcoin,
pourrait vouloir encaisser après des mois d'attente, des semaines d'attente dans le rouge, à naviguer sur un marché incertain et potentiellement se dire je ne craque pas maintenant, je sais qu'il peut y avoir un rebond qui peut nous amener à des niveaux plus proches de sur lesquels j'ai investi et donc ça peut être intéressant de sortir de ce marché puisque je ne crois plus en la tendance haussière. Et donc c'est là aussi également que les nouveaux entrants comme nous sur ces niveaux-là, sur les niveaux dont on a parlé un peu plus tôt, pourraient prendre des profits et sécuriser leurs gains. C'est par exemple ce que j'ai fait il y a quelques jours. Donc si la demande absorbe cette offre-là, alors là il y aura plus vraiment de résistance qui pourrait nous relancer un peu vers cette zone d'euphorie. Mais en attendant, cette zone de combat, vraiment entre les 95 et 101 000 dollars, elle va être très importante à surveiller. Et c'est vraiment là où pour l'instant, moi, je vais rester très attentif, où je ne vais pas forcément, à part justement sur les zones dont je vous ai parlé un peu plus tôt, je ne vais pas forcément agir plus que ça sur cette zone, parce que, à mon avis, ça va pouvoir nous euh, donner la direction que va prendre le marché sur du moyen terme. Je pense qu'on a fait le point sur cette vidéo. Alors oui, j'ai envie de vous dire, on a tenu. Et ceux qui ont su s'adapter en chemin ou suivre justement leur plan d'action, eh bien forcément en ont profité. Euh, mais mine de rien, vous le savez encore une fois, on n'est pas encore non plus sorti du bois, on n'est pas sorti de l'auberge, on n'est pas encore au bout du chemin, on a encore pas mal de paliers aussi à reprendre. Et c'est justement ce que je vous présenterai la semaine prochaine dans mon plan d'action pour le mois de mai. On verra justement les niveaux que je surveille, les niveaux où j'investirai, les niveaux où je prendrai des gains, je sécuriserai des profits, et mes scénarios, si on devait corriger, voire justement exploser l'ATH, parce que c'est aussi une des probabilités qu'il faut surveiller. Pour encore une fois, comme toujours, vous le savez, je préfère toujours être prêt que plutôt subir le marché et réagir sous l'émotion. Donc il faut vraiment tout prendre pour moi en conséquence, tout prendre comme probabilité et vraiment être prêt à tout ce qui peut se passer. Donc en tout cas, j'ai envie de vous dire, dites-moi ce que vous avez fait durant ces 2 semaines où l'on ne s'est pas vu. Est-ce que vous faites partie de ceux qui ont tenu, de ceux qui se sont adaptés en cours de route, qui malheureusement ont raté le train? Dites-le moi en commentaire, vous le savez, je regarde tout comme d'habitude et je réponds à chaque fois à chacun d'entre vous. Et surtout, si cette vidéo vous a aidé, vous le savez, vous a aidé à y voir plus clair, à essayer de comprendre ce qui se passe sur le marché, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir, à liker, à partager cette vidéo également avec vos amis, vos proches qui investissent eux aussi. Et en tout cas, ça aide à faire grandir la chaîne et à me pousser à faire d'autant plus de vidéos et à prendre moins de vacances, j'ai envie de vous dire. Et forcément, également aussi, pour vous le rappeler, si vous souhaitez aller plus loin, il faut savoir que je partage ce genre d'analyse au quotidien au sein de l'académie d'Alan Trading. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas quoi que ce soit. C'est vraiment une académie de partage où on essaie de comprendre ce qui se passe sur le marché et trouver les meilleurs moyens d'investir. Et chaque semaine, j'envoie mes plans concrets, mes niveaux, mes réflexions en temps réel. Surtout, on peut en débattre à plusieurs, etc. Donc c'est plutôt intéressant. Poser des questions, affiner nos stratégies. C'est vraiment ce qu'on veut faire là-bas et sur lesquels, en gros, je suis vraiment content de travailler. Donc en tout cas, merci encore de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine.